sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Sur le front climatique, le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Je suis Julia Tass, je suis co-directrice de cet observatoire et je suis ravie que vous ayez choisi de passer les 30 prochaines minutes à nos côtés. Et comme son nom l'indique, dans ce podcast, nous nous penchons avec nos invités sur les interactions entre les changements climatiques et les enjeux de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec Madame Alice Ruffo, directrice générale des Relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Cette direction générale, de plus de 200 agents, contribue à la politique internationale coordonnée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et pilote l'action internationale du ministère des Armées, en y associant l'état-major des armées, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration. Madame, je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup de me permettre de participer à cet important podcast et je suis très heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui. Madame la directrice générale, donc, je voulais vous proposer de commencer par une question sur votre parcours. L'idée étant de permettre à nos auditeurs de situer votre approche des enjeux climatiques et environnementaux à travers le prisme de vos expériences. Et donc, ma question est, dans le cadre de vos précédentes fonctions au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou à la cellule diplomatique de l'Élysée, avez-vous eu à travailler sur des dossiers pour lesquels les enjeux climatiques étaient centraux ? Oui, très souvent, en fait, heureusement, depuis le départ, mais singulièrement, effectivement, au moment de la négociation de l'accord de Paris pour le climat en 2015, où, au fond, à l'époque, moi, j'avais un portefeuille qui était géographique, c'est-à-dire que je m'occupais des États-Unis, de la Chine. J'avais aussi du multilatéral dans mon portefeuille, le G20 notamment. Et donc, par construction, par essence, les questions climatiques sont arrivées au cœur, en fait, de mes attributions et du sujet. Donc, j'ai eu l'extraordinaire chance de voir à la fois comment la question climatique devenait centrale, en fait, dans les questions géopolitiques internationales, comment ce qui, pendant des années et des décennies, en fait, avait fait l'objet d'alertes, d'informations par les chercheurs, devenait une réalité de la négociation internationale, et comment on pouvait parvenir à un accord. Ce qui, de nos jours, quand on prend un peu du recul, presque 10 ans après, pas encore, mais n'est pas rien. Et donc ça a été pour moi de toute évidence une expérience fondatrice. J'avais pas de formation particulière là-dessus, mais j'ai vu aussi comment les organisations, et singulièrement le Quai d'Orsay à l'époque, savaient s'attacher des compétences d'expertise très fortes pour construire une diplomatie climatique qui est plus importante aujourd'hui que jamais. Donc oui, j'ai eu à connaître de ces enjeux, à y être plus que sensibilisée, parce que on sait ce qui s'est passé par la suite, la dénonciation par les États-Unis de l'accord de Paris, puis le retour dans l'accord de Paris. Donc c'est plus qu'un fil conducteur, c'est un élément, pour moi en tout cas, à l'échelle de mon parcours, absolument structurant des enjeux internationaux, et je pense, j'espère, je sais que ça le restera. Et quelle influence ça a, cette perception que vous avez des enjeux environnementaux, sur aujourd'hui, dans votre poste, dans le cadre de vos missions, en tant que directrice générale des relations internationales et de la stratégie? Comment est-ce que vous intégrez ces enjeux environnementaux? Je pense qu'en fait, probablement, dans ma génération et peut-être encore plus dans celle d'après, on ne les intègre pas ex post, ces enjeux. C'est-à-dire qu'on sait qu'au fond, c'est au cœur des questions internationales et stratégiques. Donc c'est pas quelque chose où on se dit je vais m'occuper des rivalités de puissance, de la compétition stratégique, de la question de la politique de défense, et puis après de la question de la lutte contre les changements climatiques. Ce qui a beaucoup changé, et fort heureusement dans les perceptions et dans les pratiques des responsables publics, je crois, c'est que tout le monde a compris, en tout cas dans notre pays, que c'était absolument structurant et premier. Donc moi, c'est pas quelque chose, c'est pas une problématique qui vient une fois de temps en temps dans la semaine. C'est au fond quelque chose qu'on pratique tout le temps et qui est profondément structurant. Je pourrais donner des exemples dans la suite de notre discussion, mais je pense qu'il y a ce premier élément, c'est-à-dire que vous avez eu la gentillesse de m'interroger sur mon parcours. Ça a changé la façon de faire de la diplomatie, de la politique de défense, et c'est essentiel, c'est absolument structurant. C'est pas vrai qu'en France, c'est vrai chez nos grands partenaires, c'est vrai en fait absolument partout.
pour des résultats qu'on peut discuter, mais cet enjeu est un enjeu stratégique aujourd'hui. Donc on ne peut pas être DGRIS et pas penser d'emblée à ces questions-là comme des questions fondamentales et stratégiques en permanence et dans chacune, au fond, des actions qu'on mène à l'international. C'est le premier élément. Le deuxième élément, sans doute, c'est qu'on n'est plus tellement dans la période de la prise de conscience. C'est derrière. Maintenant, on est dans la période de l'entrée dans le dur, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, très très concrètement, de l'adaptation des forces armées aux questions de dérèglement climatique, de la réponse en pratique, très concrètement, auprès de nos alliés et partenaires aux conséquences des dérèglements climatiques, de l'adaptation, en fait, comme on dit, de l'atténuation aussi dans le registre de l'adaptation de nos forces armées. Et puis, on est aussi à un moment où il est clair que la compétition stratégique entre puissances et les questions de changement climatique sont au nœud probablement des évolutions géostratégiques contemporaines. Donc c'est plus simplement théorique, c'est pratique, et donc c'est quotidien. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous considérez justement que ces rivalités, ces enjeux de puissance et le lien avec le changement climatique, ça fait partie des nouveaux enjeux stratégiques incontournables? Si vous deviez identifier peut-être un ou deux enjeux stratégiques majeurs qui soient liés à climat et défense, qui est le sujet de notre podcast, quel serait, au singulier ou au pluriel, cet enjeu stratégique ou ces enjeux stratégiques? Il y en a deux catégories. La première, c'est que les questions climatiques, énergétiques, aujourd'hui, sont complètement au cœur des questions stratégiques qui se posent à toutes les armées, à tous les appareils de défense et à toutes les diplomaties. Je vais donner quelques exemples. Prenons les enjeux qui ont lieu aujourd'hui en mer de Chine méridionale. Bon, tout le monde sait qu'il y a une quête des ressources halieutiques très importante. Elles sont de plus en plus rares, il y a des phénomènes de surpêche, et donc il y a des tensions entre les pays riverains. Donc c'est un enjeu stratégique. C'est une question climatique et qui est liée aux ressources halieutiques et à la question des ressources, mais c'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que c'est un problème sécuritaire auquel nous devons répondre. Voilà. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, l'Arctique. Vous avez la fonte des glaces et donc une compétition pour l'accès aux ressources d'hydrocarbures. Et donc, il y a de nouvelles routes maritimes, et ça aiguise, on le sait tous aussi, je pense que dans votre podcast, ça a été déjà développé, quelques appétits de puissance. Bon, c'est donc immédiatement un enjeu stratégique. Troisième exemple, je pourrais prendre les Antilles, je vais prendre l'Indo-Pacifique, parce qu'on a une actualité sur le sujet au ministère des Armées, sur lequel j'imagine qu'on va revenir, mais vous avez une mobilisation croissante des armées de la région, aux côtés d'ailleurs des forces civiles, pour répondre aux conséquences dramatiques des changements climatiques. Donc ça implique une adaptation, pas seulement stratégique, mais très pratique, très concrète, de l'action de nos forces armées. Donc vous avez une première série de sujets qui illustrent ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait c'est au cœur de la politique de défense et des enjeux stratégiques contemporains, de fait, parce que c'est ce à quoi nous devons répondre dans les évolutions du monde et dans les évolutions stratégiques, les ruptures stratégiques auxquelles nous sommes confrontés. Et la deuxième série de sujets pour laquelle c'est un enjeu stratégique parfaitement au cœur des problématiques auxquelles nous répondons, c'est parce que, au fond, les questions de dérèglement climatique, d'accès aux ressources, je pense là par exemple aux métaux rares, sont des questions qui nécessitent de toute évidence une coopération internationale. De toute évidence. C'est pourtant pas ce qui se passe. On est à quelques jours de la COP28, les négociations vont être difficiles, la France va prendre l'initiative, mais on n'a jamais eu autant besoin de coopération internationale, en particulier sur ce sujet, et la coopération internationale, y compris dans les domaines sécuritaires et stratégiques, n'a jamais été aussi difficile. Donc essayer, au fond, de créer des alliances, de construire des partenariats, de créer de nouvelles formes de coopération, c'est une question de paix et de sécurité. Donc deux points qui font que cet enjeu est parfaitement au cœur du contexte stratégique. D'abord parce qu'on voit que les changements climatiques et la compétition pour les ressources expliquent énormément des problématiques contemporaines de sécurité auxquelles on est amené à répondre. Et deuxièmement, parce que c'est au cœur de la construction de la possibilité de la coopération internationale. Prenons un autre exemple. Vous avez les pays africains qui très souvent disent « nous sommes les premières victimes du changement climatique ». C'est parfaitement exact. La question de la justice climatique, qui avait été placée au cœur, si vous vous en souvenez, de l'accord de Paris sur le climat, elle est essentielle, elle exige de la coopération internationale. Mais elle peut, dans une période où le monde est de plus en plus fragmenté, ne pas être accomplie parce qu'il y a trop de divisions sur la scène internationale et parce qu'on n'arrive plus à coopérer. Et donc,
ça aggrave les phénomènes sécuritaires qui sont les conséquences du changement climatique et l'aggravation des tensions. Donc c'est absolument au cœur de tout, en réalité. Et il ne faut surtout pas, et là je crois que c'est important de garder ça en tête, c'est peut-être, on va y revenir, mais le rôle de la DGRIS, c'est-à-dire de ne pas en faire un sujet périphérique à aucun moment. Il n'y a pas d'un côté les questions de sécurité et les questions stratégiques, et de l'autre les questions d'accès aux ressources et de changement climatique. Ça serait une erreur fondamentale, et franchement, on a eu le temps de le comprendre. Donc maintenant, il faut mettre en pratique. Et justement, pour revenir sur le rôle de la DGRIS, vous évoquiez la coopération. Ça fait partie de ce que fait la DGRIS au quotidien. C'est vraiment structurant. Est-ce que vous pouvez nous évoquer quelques projets de coopération que la DGRIS mène sur les sujets environnementaux et la manière dont, finalement, ça peut faire avancer le sujet au niveau international, ça peut mettre en relation des armées de pays qui peut-être ne se seraient pas mises en relation s'il n'y avait pas eu ce sujet du climat et des enjeux environnementaux. Comment finalement cet enjeu de la coopération il se décline au niveau du ministère des Armées et au niveau de la direction générale? Bon, d'abord, il faut toujours commencer par soi-même. Donc, la DGRIS a élaboré au fond, une stratégie défense-climat. Et puis, je parlais tout à l'heure de la COP21. Je crois que votre observatoire, il a été créé au moment d'une conférence qui a été justement organisée à la demande à l'époque de Jean-Yves Le Drian sur les enjeux liés à la défense et au climat en marge de la COP21. Donc, le premier rôle de la DGRIS, au fond, ça a été de planter la problématique au sein du ministère des Armées et de permettre que ce soit au cœur des questions d'anticipation stratégique, d'adaptation de nos forces et de diffuser à la fois ce message-là et cette compréhension au sein des armées. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le major général des armées est chargé de la mise en œuvre de la stratégie qui a d'ailleurs été définie par la DGRIS en lien avec les autres entités du ministère en 2022 et à laquelle, je sais, le ministre Sébastien Lecornu est extrêmement attaché parce que, encore une fois, on rentre dans la mise en œuvre, on rentre dans la pratique. Donc il y a tout cet aspect de faire pour nous-mêmes, c'est-à-dire de diffuser cette question stratégique au sein du ministère des Armées et très très concrètement de regarder ce que ça peut signifier en termes d'adaptation de nos forces armées et de modalités de coopération. C'est-à-dire à la fois comment on adapte nos armées aux conséquences des dérèglements climatiques, comment on investit aussi des nouveaux domaines technologiques qui sont au cœur de la compétition internationale. Parce que répondre au changement climatique, en fait, c'est un objet dans le développement des technologies, de l'innovation, etc., de compétition internationale dans lequel on doit tenir notre rang. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a aussi comment on se donne les moyens de coopérer, et c'est votre question, avec des pays partenaires, parfois traditionnels, parfois plus nouveaux, sur la façon de faire. Alors, le premier élément qu'a mis en œuvre la DGRIS, c'est une fois qu'on avait mis en place les instruments pour que ce soit pris en compte au fond, au sein du ministère des Armées, il a fallu quand même aller le porter dans d'autres enceintes. Donc on a été très moteur, notamment au moment de la présidence française de l'Union européenne. Si vous lisez la boussole stratégique, vous verrez que le fait de décliner dans les armées nationales la question du lien entre défense et climat, et figure dans la boussole stratégique, qui est le document de référence stratégique de l'Union européenne aujourd'hui. Vous verrez aussi que l'OTAN, et là aussi on a été très moteur, il y a quelques semaines au sommet de Vilnius, on a participé aussi, on a acté notre participation à un centre d'excellence sur les questions de défense et de climat à l'OTAN. Là aussi, on a poussé, avec d'autres partenaires, fort de ce qu'on avait fait pour nous-mêmes, mis en place pour nous-mêmes, pour que on ne soit pas les seuls à faire ça, mais que d'autres partenaires y viennent. On a aussi pris des exemples. Les Américains, par exemple, le département de la défense américain est très actif sur le sujet pour lui-même. Et donc, on essaye de regarder aussi ce que font les autres. Les Pays-Bas ont fait des choses par le passé. Je sais que vous avez pu en prendre connaissance et discuter avec certains de ces acteurs. Donc, on regarde les meilleures pratiques, on diffuse les nôtres et on est moteur pour que ce soit dans les organisations où nous sommes des membres fondateurs et des membres très actifs, complètement pris en compte. Et puis on développe aussi nos coopérations avec des pays partenaires. Alors là, un exemple très précis, puisque c'est immédiat, on organisera, parce qu'on est en présidence, le dialogue des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Alors c'est un format qui se réunira en Nouvelle-Calédonie et qui regroupe plusieurs pays du Pacifique Sud. Bon, il y a un an et demi, un peu plus peut-être, la DGRIS avait impulsé dans ce cadre-là une feuille de route, une réflexion qui permettait justement d'identifier
quelles étaient les conséquences des dérèglements climatiques pour la coopération dans la région, pour les risques dans la région et pour, au fond, ce qu'il y avait à faire. Donc, depuis quelques mois, on travaille à l'organisation de cette réunion qui doit justement permettre de faire ensemble et de créer de nouvelles formes de coopération. Alors, sur quoi ? Sur la question des ressources, de toute évidence, sur la question des flux, et parfois des trafics, et sur la question aussi de comment on répond ensemble aux catastrophes naturelles qui se produisent dans la région. Et comment on crée des coopérations très concrètes, parce qu'encore une fois, là, il ne s'agit pas de faire des déclarations, il s'agit d'agir ensemble. Donc vous voyez des formats qui peut-être n'étaient pas au cœur de l'action, si vous regardez il y a 10 ou 15 ans en arrière, pardon d'être un peu optimiste, mais enfin on avance, et qui créent des coopérations sous-régionales, au fond. Là, on ne parle pas de la totalité de l'Indo-Pacifique, on parle du Pacifique Sud. Et donc, qui crée des nouvelles formes de coopération avec des partenaires historiques, comme l'Australie, par exemple, sur lesquels on revient, après des difficultés qu'on connaît tous, à la réalité. Et la réalité, c'est qu'on est confronté à des enjeux auxquels on doit répondre ensemble. Pour revenir sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la vision de la DGRIS et le rôle de la DGRIS dans la prise en compte de ces enjeux climat et défense, est-ce que vous pourriez revenir sur le travail en intraministériel, en interministériel, finalement, quelle est la fonction maîtresse, je dirais, de la DGRIS sur ces enjeux très précis de climat et défense, et comment ce travail, je dirais, de veille ou d'expertise s'articule avec les autres fonctions, les autres services, les autres directions du ministère des Armées. Vous en faites partie, en fait, de cette action. La première chose, et vous l'avez dit, c'est de la veille et de l'anticipation stratégique. Je veux dire, le ministère des Armées, et tous les ministères d'ailleurs, ont besoin d'expertise extérieure. Moi, j'ai eu dans mon parcours à travailler avec des responsables de l'action climatique, des ONG, des chercheurs. C'est impossible de faire autrement. Donc, la DGRIS crée ce lien au travers de travaux comme ceux de votre observatoire, par exemple. Et ça permet d'avoir à la fois de la veille, de la compréhension et de l'anticipation stratégique sur les risques. J'en ai évoqué plusieurs, les catastrophes, les dérèglements climatiques. Il y en a qui sont très spécifiques aux questions de rivalité de puissance et de géostratégie. On pourrait prendre l'exemple de la géo-ingénierie, qui consiste donc à modifier le climat. Bon, ça comporte des risques, ça comporte des enjeux de rivalité de puissance aussi. Il faut l'identifier et il faut le caractériser. Donc ça, c'est quand même face aux menaces, aux risques qui s'accroissent en la matière. Parce que j'ai été optimiste sur la coopération internationale, mais c'est l'optimisme de la volonté. La réalité, c'est qu'il y a des menaces qui s'accroissent. Parce qu'on n'y est pas au 1,5 et que les conséquences, on le voit tous les jours, sont de pire en pire et qu'il n'y a pas de quoi être optimiste, pour le coup, sur la question. Mais donc, ce qu'il faut, c'est continuer à identifier, continuer à ouvrir aussi la réflexion pour avoir une meilleure anticipation stratégique et puis décliner concrètement au ministère des Armées et évidemment en interministériel, sinon ça ne marche pas. Donc au ministère des Armées, c'est très concrètement de pouvoir dialoguer avec les armées, impulser leur réflexion, accompagner leur transformation sur des choses très concrètes, par exemple comment on adapte les infrastructures critiques, comment les systèmes d'armes vont évoluer, comment on fait mieux pour faire face ensemble à l'augmentation des opérations qu'on appelle HADR, que vous connaissez, qui consiste à faire face aux conséquences humanitaires des catastrophes climatiques. Donc ça bouscule les manières de faire, les méthodes et les anticipations, mais c'est aussi un ministère ici où on sait gérer à la fois le temps court et le temps long. Et donc, dans une période où ce ministère travaille beaucoup avec 2 LPM successives, une première d'adaptation, une seconde de transformation, à regarder la réalité du monde et à penser le monde d'après-demain. Et donc, au fond, on travaille très concrètement avec les armées à voir qu'est-ce que ce qu'on a identifié dans plusieurs documents stratégiques en lien avec des chercheurs, des think tanks, des observatoires, comment on le traduit concrètement pour nos armées à travers les exemples que j'ai cités et comment on se donne les moyens de faire face aux enjeux stratégiques qu'on identifie. Deuxième élément, comment on fait pour créer de nouveaux partenariats ? C'est un des pivots de la LPM tel que l'a présenté le président de la République dans ses discours successifs à Toulon et à Mont-de-Marsan. Ça veut dire que les partenariats internationaux que nous avons doivent être adaptés. Et donc, dans les partenariats internationaux là, que nous définissons pour le ministère des Armées en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a ce dialogue permanent avec la DGA, avec l'état-major des armées, pour dire dans nos partenariats, il faut inscrire au cœur
la coopération sur les enjeux du changement climatique. Et donc là, très concrètement, quand on parle à un partenaire, quand il nous adresse ses besoins, ou quand nous, on adresse nos préoccupations, nos exigences et nos propositions, eh bien, on travaille avec les armées et avec la Direction générale de l'armement pour définir les moyens de réponse et de construire très concrètement ces nouveaux partenariats. Et puis enfin, on travaille à ce que, dans les négociations climatiques internationales, dont nous n'avons pas la responsabilité principale, puisque c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec l'interministériel qui en est chargé, la question des liens entre les questions de sécurité et les questions de changement climatique soit toujours au cœur des préoccupations et toujours au cœur des enjeux. Parce que c'était vrai, et je crois que ça va être de plus en plus vrai. Alors, j'en arrive à une question compliquée. Je ne vous le cache pas. Je voudrais vous poser la question du plus grand défi qu'auraient à relever les armées face aux impacts des changements climatiques. Alors, j'ai utilisé aurait et pas auront parce que j'ai encore un peu d'espoir que voilà, les choses puissent changer, qu'on n'arrive pas forcément à 2,5 ou 3 degrés. Mais de manière générale, si on devait identifier un des plus grands défis, quel serait-il ? Et pour donner un exemple, lors de l'entretien avec Tom Middendorp, donc l'ancien chef d'état-major des armées néerlandais que vous avez évoqué, quand je lui ai posé cette question-là, il a tout de suite identifié la thématique de l'eau potable comme une des thématiques les plus cristallisantes en lien avec l'évolution du système terrestre et les impacts du changement climatique. Ça peut être une toute autre thématique. Vous avez mentionné la géo-ingénierie. En tant que chercheuse, Marine de Guglielmo-Weber, ma collègue chercheuse à l'Observatoire et moi-même, on est assez, on va dire, inquiète par les perspectives qu'offre la géo-ingénierie, que ce soit d'un point de vue climatique comme d'un point de vue stratégique. Est-ce que vous, personnellement, ou dans le cadre de vos fonctions, vous identifiez un ou plusieurs grands défis que les armées auraient à relever en lien avec les enjeux climat et défense? Je vais vous répondre, mais ce serait réducteur, à mon avis, de n'en citer qu'un. Parce que c'est systémique. Donc, par définition, c'est très difficile à isoler. Je suis d'accord sur ce que vous avez évoqué sur la problématique de l'eau. Au demeurant, je pense qu'on l'a sous-estimé parfois par le passé, et peu écouté, pas assez écouté, ce que la question de l'accès à l'eau représentait, comme de manière générale d'ailleurs, dans la définition de nos postures stratégiques et de notre façon de lire le monde. On a peut-être sous-estimé aussi les questions de rivalité pour l'accès aux ressources, les questions de flux énergétiques, les questions d'accès aux ressources. On a aussi peut-être sous-estimé trop longtemps ce que l'absence d'accès aux ressources et les conséquences du changement climatique entraînaient comme conflit. On le sait, on connaît tous maintenant, c'est très ancré dans la culture du ministère, ce que, par exemple, la question du lac Tchad a révélé. Tout ça existe maintenant, on le sait, mais le réduire à une seule problématique me semblerait réducteur. Le plus grand risque, au fond, si je devais en dire qu'un pour les armées, c'est que la coopération internationale ne fonctionne pas. Ce serait ça le plus grand risque, parce qu'alors, on serait amené à ne faire que répondre et qu'à s'adapter, et on ne créerait plus de perspective de solution. Et ça pèserait beaucoup sur les armées, et donc je pense que les armées ont intérêt à ce que nous évoquions ensemble à l'instant, les questions de sécurité, de défense et de climat soient au cœur de l'agenda international. Parce que c'est ce qui permettra aux armées à la fois de réussir leur propre adaptation et de répondre aux enjeux, d'être à la hauteur des enjeux. Mais il faut de la coopération internationale pour ça. On ne pourra pas le faire tout seul. Ce grand défi, il est aussi lié au fait que les armées ne sont pas finalement en charge de ces négociations internationales et qu'il faille anticiper pour les armées un échec potentiel et tous les scénarios du GIEC, que ce soit des scénarios d'échec comme de réussite des négociations internationales, doivent être envisagés, ce qui constitue un travail quand même assez conséquent. Colossal. Non, mais c'est colossal parce qu'il faut être réaliste. Les rapports du GIEC sont clairs, donc il faut être réaliste et il faut s'y préparer. Mais il ne faut pas renoncer à essayer d'agir pour autant. Donc c'est pour ça que je vous dis, le plus grand risque, au fond, ce serait que la coopération, la fragmentation quand même à l'œuvre, objectivement, on le voit tous les jours et surtout ici, dans la coopération internationale et la recherche de solutions, au fond, s'enraye. Ce serait le pire. C'est ça le plus grand risque. Et donc peut-être que les armées, certainement, n'ont pas la responsabilité principale de le faire, mais enfin, elles ont un rôle, et la DGRIS accompagne ce mouvement-là pour plaider pour des coopérations concrètes à l'échelle internationale, parce que j'ai la conviction que dans la grande période de fragmentation du multilatéralisme auquel on est confronté, c'est par le concret, c'est par les partenariats, c'est par
la coopération sur des enjeux auxquels on est tous confrontés, tous, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, que ça peut repartir. Merci beaucoup. Merci pour cette demi-heure en notre compagnie, Madame la directrice générale. Ravie de vous avoir accueilli dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et bravo pour la prise de conscience à laquelle vous contribuez. Et donc, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous très bientôt, à la fois en ligne, évidemment, avec tous les réseaux sociaux de l'Observatoire Défense et Climat. Je vous invite à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. Et je vous dis à très bientôt. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.